Bonsoir. Encore, vous voyez, vous pouvez l'entendre. Hein? Je, je commence à être un petit peu à bout de souffle. La voix est éraillée. Et je suis une petite baisse de régime, mais je tiens quand même à être là. La 275e consécutive, je pense. Je ne peux plus m'arrêter et je ne veux plus m'arrêter. Voilà. Sauf que depuis quelques jours, je peine à lire et les journées sont très occupées. Et bref, je suis fatigué. Et cependant, je vais quand même vous parler d'un certain nombre de... Oui, non, j'ai oublié de vous dire. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 7 novembre 2022. Cette librairie, cet atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Voilà, on replace les trucs un peu là. On remet les choses en ordre. J'aurais envie de vous parler de plusieurs choses. On va commencer par la première. Tenez. Il y a quelques jours, un jeune homme qui fréquente ma librairie et avec qui on échange sur divers sujets, je lui confiais mon inquiétude croissante concernant l'agression russe en Ukraine. Et lui me racontait qu'il y a quelques jours, il est allé dans une librairie d'expression anglaise dans le quartier universitaire de McGill. Et la librairie en question est une librairie universitaire. Et il cherchait sur les falaises de marbre, je pense, de Ernst Junger. Et il s'est fait dire par le jeune commis libraire qu'on ne tenait pas ce genre de livre-là, de livres écrits par des fascistes. Ernst Junger n'était pas un fasciste. Il a combattu lors des deux guerres et il a même perdu un de ses fils lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'était pas un opposant à proprement parler d'Adolf Hitler, mais assurément un militaire de carrière, c'était quelqu'un qui n'appréciait pas Adolf Hitler. Si vous voulez lire son journal parisien, entre autres, pendant l'occupation, est extrêmement intéressant. Et Ernst Junger disait que toutes les guerres étaient métaphysiques. Et ce qu'on s'aperçoit, oui, voyez la petite parenthèse dans le sens que aujourd'hui, les commis libraires se piquent d'être également non seulement des censeurs, mais ils se piquent également d'être des autorités morales. Euh, Ce n'est pas parce qu'on vend des livres, qu'on les dispose sur des tablettes, que cela confère une supériorité de quelque nature que ce soit. Et j'aurais même envie de dire que la proximité quotidienne des livres invite à l'humilité. Alors ce jeune commis libraire a toisé ce client, il l'a morigéné, il lui a administré une leçon de morale, sans voir ce que cette attitude avait d'anti-intellectuel, sans voir elle était dégoûtante, et sans voir qu'il était obséquieux, et que cette moraline dégoulinante était tout à fait honteuse. Mais on ne s'étonnera plus aujourd'hui, même les libraires sont devenus des cautions morales. On me pardonnera de ne pas partager ce point de vue, et non plus les écrivains, parce que ça aussi on l'entend. Les écrivains sont là pour créer des liens, sont là pour vivre en harmonie avec les autres. Pas nécessairement. Les écrivains peuvent être des personnages. Non, non. Les écrivains peuvent offrir des textes de confrontation. Ils peuvent offrir des textes qui, dits, sont faits à toute une société. Ils peuvent être des réfractaires. Ils peuvent même être des réactionnaires. Et c'est toujours aussi le sempiternel débat de l'intellectuel engagé. Ce que j'entends beaucoup à la librairie, c'est que l'intellectuel est nécessairement désengagé. Si un intellectuel va avoir une juste lecture d'une situation sociale, eh bien, c'est entendu, il doit être en retrait. Il ne doit pas se salir les mains. Si on est un intellectuel organique et qu'on juge que la situation
de l'espèce, ou de son peuple, ou de sa communauté immédiate est menacée pour toutes sortes de raisons, eh bien, peut-être que sa tâche est d'être un intellectuel engagé. Il y a quelques années, il y a plusieurs années, il y a quelques décennies, 20, 25 ans, il avait été question qu'Hydro-Québec installe des pylônes gigantesques sur des propriétés dans une région vallonneuse et recherchée pour sa beauté, les cantons de l'Est. Et ce sont des intellectuels, dont un, entre autres, qui ont mené la croisade, parce que lui, il ne voulait pas avoir des pylônes sur son terrain. Il ne voulait pas que sa vue panoramique, soit saccagée par des structures de métal, et structures de métal posées par un État qui n'avait pas non plus consulté les citoyens. Alors, oui, les intellectuels peuvent monter des dossiers, peuvent s'impliquer. Ils peuvent s'impliquer dans ce qui les touche immédiatement, des pylônes, des gaz, des bateaux de gaz méthanier. Ils peuvent s'opposer à des choses qui les touchent directement et ils peuvent également s'opposer à des choses qui les touchent un peu moins, avec une vision un peu plus large. Ça n'en demeure pas moins des intellectuels. Alors, je reviens sur Ernst Junger. Ernst Junger disait que toutes les guerres sont métaphysiques. Et au fur et à mesure que cette guerre s'aggrave, eh bien, on l'entend, la métaphysique. Certains commentateurs n'hésiteront pas à parler d'un djihad orthodoxe. D'ailleurs, il y a un des guerriers, des prêtres orthodoxes, appelant à la guerre sainte, qui a reçu un obus made in USA en plein dans la gueule aujourd'hui ou hier. Alors, cette dimension de fascination pour la mort, cette dimension de on donne sa vie dans un but d'aller franchir les portes du paradis, on n'a que trop entendu cela de la part d'une certaine commune, de la part d'un certain groupe, d'une certaine appartenant à une certaine confession religieuse. Alors là, il y a une sorte, j'ai écrit sur ma page Facebook qu'il y avait oui, une sorte de djihad orthodoxe. J'ai écrit ça il y a quelques jours. Et on m'a dit que j'avais besoin de repos. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, en ce 6 novembre, c'est que la folie métaphysique gagne les esprits. Et quand cette folie métaphysique, qui pourrait s'appeler ordalie aussi, atteint les esprits, c'est qu'on se prépare à de très, très grands massacres. Parce que tout à coup, celui qui est en face de nous n'a aucune existence. N'a aucune existence, ou pire encore, il est l'incarnation du mal. Alors, nous sommes passés du discours des Russes à la dénazification. Maintenant, c'est la désatanisation. Nous sommes devenus des suppôts de Satan, nous appartenant aux démocraties libérales. Ce qui m'amène à un autre sujet. Et je vais d'ailleurs vous renvoyer, je vais faire un renvoi de notes de bas d'écran sur une vidéo que j'ai commise, sans doute, il y a peut-être une petite dizaine d'années. Ça va faire 11 ans dans quelques jours que je fais des vidéos sur YouTube. Et je ne pensais pas que j'en ferais autant. Mais j'ai eu une longue période quand j'ai perdu ma première chaîne, et puis ma vie, j'ai fait la révolution amoureuse, la seule qui compte au fond pour de vrai. Eh bien, j'ai perdu l'envie de communiquer quelque chose. Mais là, je l'ai retrouvé, visiblement, vous l'entendez. Alors oui, une fascination pour un homme d'affaires qui est... Et pourquoi cet homme d'affaires-là me fascine? C'est qu'il est aussi un philosophe. Et c'est le fondateur de PayPal, Peter Thiel. Peter Thiel, si vous voulez savoir comment les méga riches réfléchissent, comment ils envisagent le futur, parce que peut-être que la majorité d'entre nous, nous sommes incapables de se projeter dans un futur assez mirobolant. Ce qui n'est pas le cas de Peter Thiel. Alors, Peter Thiel, fondateur de PayPal, a également fondé
la chaire de recherche René Girard, l'anthropologue René Girard, qui a étudié, qui a enseigné à l'université en Californie. Le nom m'échappe. La plus importante université de Californie. Et donc, René Girard, c'est à lui qu'on doit le désir mimétique, la rivalité mimétique, le bouc émissaire, le dernier, le Christ, parce que c'est un croyant, le Christ est la dernière victime expiatoire. C'est l'ultime bouc émissaire qui prend sur lui les fautes innombrables de l'espèce. Mais ce qui intéresse évidemment Peter Thiel, c'est pas tant l'aspect de la pensée religieuse de René Girard, c'est la rivalité mimétique. On veut le désir de l'autre. Mais pourquoi Peter Thiel est si important? Bon, Peter Thiel ne cache pas son homosexualité. Il ne cache pas non plus sa très vive sympathie pour Donald Trump, sauf il s'est abstenu de voter pour lui en 2020, jugeant que Trump n'était pas assez radical. Le constat que fait Peter Thiel pourrait être celui de Poutine, c'est-à-dire les démocraties libérales sont en bout de piste. Elles ne peuvent plus, non pas assurer la sécurité, mais ne fonctionnent plus. Alors, aux démocraties libérales, on oppose, j'allais dire trop souvent, mais à juste titre plutôt, on oppose les systèmes autocratiques. Mais Peter Thiel a cure de ces deux approches. Ce que lui prône, c'est la liberté absolue d'entreprendre. Qu'au fond, l'État, tel qu'il le conçoit, est un État de prédation. Ce sont des escrocs qui sont à la tête, autrement dit les politiciens, que l'État ne ligote les aspirations des individus, qu'il est un empêcheur de progrès humain, et la seule manière de sauver l'humanité, entre parenthèses, c'est d'accroître le sentiment de liberté et de laisser ceux qui sont aux commandes, Peter Thiel, faire les changements nécessaires. C'est également quelqu'un qui investit beaucoup d'argent dans le transhumanisme. Il croit que, à force de progrès scientifique, l'espèce humaine, le genre humain, finira par atteindre l'immortalité. Et pour lui, l'immortalité, la recherche de l'immortalité, qui a également un aspect métaphysique, cette recherche de l'immortalité, il faut laisser les plus forts, les plus puissants accéder à cette immortalité. Alors, d'un côté, on a Poutine, qui combat les démocraties libérales, les jugeant sataniques, et de l'autre, on a Peter Thiel, qui juge que les démocraties libérales sont devenues des pièges, sont devenues obsolètes, et il appelle de tous ses voeux, de tout son esprit, à la destruction de la société libérale. Alors, il faut comprendre que même pour Peter Thiel, un type comme Trump, c'est un petit rigolo, c'est un amateur. Alors, ce sont deux visions qui s'affrontent de manière souterraine, je dirais, et je ne suis pas sûr que la majorité d'entre nous sommes bien conscients que nous sommes entrés dans un affrontement métaphysique, un affrontement de vision. Et quand ça commence, quand tout à coup la guerre devient un combat spirituel, vous pouvez vous attendre à des torrents de sang. Je m'excuse de le dire comme ça. Quand ce n'est que l'appât du gain, eh bien, il y a moyen de s'arranger. Là, on n'en est plus là. On n'en est plus dans cette affaire d'appât du gain. Et au fond, tout le monde a envie de se débarrasser des démocraties libérales. Même moi, je ne me savais pas si attaché aux démocraties libérales. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout ce qui nous reste, mais plus personne n'aurait envie de s'en réclamer. Personne n'aurait envie de
vivre dans un monde où des commis libraires peuvent décider de ce qu'il y a sur les rayons, pour moi, c'est pas de nature à me rassurer. Et la fascination que j'ai pour Peter Thiel, c'est que j'aime assez l'idée de comprendre ou ce que pensent les gens extrêmement puissants financièrement et intellectuellement. Des gens qui ont une vision, autrement dit. On peut ne pas la partager, on peut ne pas être d'accord, mais Peter Thiel est parfaitement cohérent avec sa vision des choses. Quant à Poutine, c'est difficile à croire, étant donné l'improvisation, mais le substrat du, du, du combat spirituel, lui, il ne doit pas échapper. Il ne doit pas vous échapper. Alors aujourd'hui, je vous ai rien lu, je ne vais pas parler de livres. Je vous ai livré quelques impressions éparses. Et je vais m'auto-citer avec mes propres vidéos. Je m'auto-instruis et je vais vous renvoyer à cette vidéo-là commise il y a 10 ans. Et en fait, dès que je lis quelque chose, dès que je peux, me, me- être en contact avec la pensée de Peter Thiel, eh bien, je n'hésite pas. Pour moi, c'est extrêmement riche d'enseignements sur comment certains individus extrêmement puissants ont une vision de la société et qu'ils font tout pour que cette vision se réalise. À demain.